Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il s'agit enfin d'un nouveau bilan lecture dans lequel je vais vous parler des 7 dernières lectures que j'ai pu faire durant ce mois de septembre et début octobre. Avant toute chose, je tiens à vous remercier très chaleureusement pour tous vos commentaires, tous vos likes et puis vos abonnements. Ça me motive énormément et ça me fait très chaud au cœur. Donc je vous en remercie. N'hésitez pas encore une fois à participer à cette vidéo en me disant ce que vous avez pensé des livres dont je vais vous parler, si vous les avez lus ou pas, s'ils vous donnent envie ou pas, si vous les avez aimés ou pas. Bref, comme d'habitude. Et puis si vous êtes trop timide, n'hésitez pas à mettre un emoji chat. Dites-moi également, vous, ce que vous avez lu ces derniers temps, ce que vous avez pensé de vos lectures. Ça m'intéresse toujours de voir ce que vous lisez et ça me donne moi aussi des idées. Merci beaucoup. On va commencer tout de suite par le premier roman dont je vais vous parler. Il s'agit du tout premier tome et de la toute première partie d'une saga. Et il s'agit ici du tome 1 partie 1 de la Guilde des Ombres, écrit par Anatrice et publié ici chez Pocket. C'est un très gros bébé que j'ai mis pas mal de temps à lire parce que je le lisais sur ma liseuse, donc que le soir, donc ça m'a pris un petit moment. Mais en même temps, ça m'a permis de bien le savourer et de bien en profiter. Je lui ai mis 4 sur 5 et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. On va suivre dans cette histoire Panama, une jeune humaine qui au début de l'histoire a 11 ans il me semble et qui va se retrouver emmenée par des hommes dans une sorte d'école afin de faire partie de la Guilde des Ombres qui est donc une guilde d'assassins. Et donc on va la suivre dans cette première partie tout au long de sa formation qui dure donc 5 ans et on va la suivre donc dans son quotidien, dans cette fameuse guilde avec ses camarades, avec ses professeurs et puis on va voir son évolution, on va suivre ses différents cours et ses réflexions et on va suivre surtout Panama et Kamar qui est son mentor. Et il faut savoir que dans la Guilde des Ombres il n'y a pas d'humains, c'est la seule humaine. Il y a très peu de filles également et tous les autres sont des elfides ou d'autres créatures, mais je ne vais peut-être pas tout vous dire. Et il y a énormément de magie, c'est de la dark fantasy. Ça a été une excellente lecture pour moi, malgré toutes les longueurs qui parsèment ce roman, mais elles sont justifiées puisque eh bien on suit véritablement sa formation. On suit les 5 années dans 800 pages et ça se justifie tout à fait. On voit ainsi son quotidien qui n'est pas forcément toujours hyper palpitant, mais je trouve que ça permet vraiment d'entrer véritablement dans l'histoire. Et ces longueurs en fait sont là, oui, mais également ça sert l'histoire puisqu'elles nous permettent de vivre avec Panama toute sa formation et d'être aux côtés d'elle et de voir aussi que c'est pas juste en claquant des doigts et en une semaine qu'elle va devenir assassin, qu'elle va acquérir toutes les compétences nécessaires. Ça prend du temps, elle se trompe, elle n'y arrive pas, mais elle persévère encore et encore. Et le fait d'avoir ces longueurs nous aide à percevoir cela et c'était plutôt très bien fait. La plume de l'autrice est absolument délicieuse, elle est très belle, elle est très fluide, ça se lit relativement vite. Le seul petit bémol, selon moi, c'est les chapitres parce qu'ils sont hyper longs. Ils font, je sais pas, 20, 30, 40 pages, je ne sais pas exactement. Alors il y a des parties dans les chapitres, mais moi j'aime bien les chapitres assez courts parce que du coup je me dis bah voilà, je finis mon chapitre ou j'en lis 5 et puis après j'arrête. Là pour lire un chapitre ça me prenait pas mal de temps, donc heureusement c'est quand même découpé en parties comme ici par exemple. Voilà, ça nous permet de structurer un peu plus la lecture. Les chapitres un peu longs, ça me plaît un peu moins. Par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le monde de fantasy que l'autrice a créé. C'est une lecture pour les adultes, c'est de la dark fantasy, donc il y a quand même un langage parfois grossier, il y a des scènes de violence qui peuvent choquer, il y a aussi, on le sent venir, des scènes un peu plus épicées qui vont arriver. Voilà, c'est vraiment une lecture pour adultes, mais le monde qui a été créé est extrêmement intéressant. Il est très sombre, il est très complexe parce que les personnages, les professeurs de Panama notamment, donc les assassins, ont plusieurs noms selon les situations. Et au début, c'est un petit peu perturbant. J'arrivais pas trop à me repérer et à savoir qui était qui. Bon, après on s'y fait, mais voilà, ça peut aussi perturber. Mais par contre, le monde est formidablement décrit. Elle a vraiment encore une fois une plume très belle et qui se lit vraiment bien. J'ai beaucoup apprécié de suivre l'évolution de Panama tout au long de ce premier tome, de voir qu'au début c'est une petite fille et que petit à petit elle grandit, petit à petit elle prend confiance en elle, petit à petit ça devient une jeune femme et petit à petit elle développe certains sentiments pour son mentor et on sent bien quand même sur la fin qu'il va y avoir des choses qui vont se passer entre eux deux. Ça peut être un peu dérangeant puisqu'elle a 16 ans et son mentor a plusieurs centaines d'années, peut-être même des milliers, je ne sais plus exactement. Il y a une sacrée différence d'âge et surtout elle est encore mineure.
Donc du coup, ça peut choquer. En tout cas, moi, j'ai énormément apprécié. Je lirai la suite très rapidement, je pense, parce que j'ai hâte de me replonger dans l'histoire de Panama, de voir comment elle va évoluer encore, parce qu'elle est encore jeune et qu'elle va encore évoluer. Et j'ai hâte aussi de retrouver la plume de cette autrice que j'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, en ce qui concerne la citation, il s'agit d'une phrase de motivation que la mère de Panama disait à Panama assez souvent, et cette citation est: tombe 100 fois, relève-toi 100 fois, n'abandonne jamais. Je vais à présent vous présenter le second et dernier tome d'une duologie que j'ai lu, en tout cas pour le premier tome, en lecture commune au mois d'août. Il s'agit de Fables. Donc ici, le tome 2, écrit par Adrian Young et publié chez Rajo. Dans le tome 1, on va suivre Fable, qui a été abandonné sur une île peuplée de personnes peu recommandables par son père qui est un très grand commerçant maritime, et il l'abandonne là. Voilà, et il faut qu'elle survive, et pour survivre, eh bien, elle va plonger pour récupérer des gemmes et les revendre, et son but à elle, c'est d'économiser assez d'argent afin de se payer un voyage en bateau pour retrouver son père et lui réclamer son héritage. Elle va finalement embarquer sur le bateau de West, et il va leur arriver vraiment beaucoup de choses, et surtout West et son équipage ne sont pas forcément ceux qu'ils prétendent être. C'était en tout cas pour le tome 1 vraiment une excellente lecture, et pour le tome 2 ça l'est également, puisque je lui ai mis 5 sur 5. Celui-ci se lit hyper rapidement. Les chapitres là pour le coup sont très courts, donc ça rythme un peu plus la lecture, je trouve. C'était hyper addictif parce que quasiment à chaque chapitre il se passe quelque chose, et évidemment il se passe quelque chose à la fin du chapitre, donc ça nous donne envie d'y retourner. J'ai vraiment adoré cette histoire, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré leur passé respectif, et j'ai beaucoup aimé aussi vivre avec eux, suivre leur histoire et prendre connaissance de leurs rêves. Bref, c'était vraiment très intéressant. Le père de Fable, il s'appelle Saint, on le retrouve un petit peu plus dans ce tome 2. J'aurais vraiment beaucoup aimé avoir un peu plus de détails sur son histoire, parce que finalement, alors que dans le tome 1 il paraît complètement détestable, dans le tome 2 on s'aperçoit que évidemment tout le monde n'est pas soit tout noir soit tout blanc, qu'il a aussi une histoire, qu'il a aussi des sentiments. J'aurais aimé en savoir un peu plus sur lui. Alors il me semble qu'elle a écrit une nouvelle ou quelque chose spécialement sur Saint. J'ai hâte qu'il sorte parce que j'ai hâte de le lire. Là est sorti début octobre un petit roman d'une 100aine de pages sur 2 personnages secondaires de cette histoire, Page et Austère. Je l'ai acheté, bien sûr, je le lirai, mais j'ai vraiment hâte d'avoir l'histoire de Saint parce que, encore une fois, c'est un personnage qui m'intrigue énormément et dont j'aimerais vraiment avoir un peu plus de détails sur son histoire notamment. Ce roman est ponctué et jalonné de péripéties et de rebondissements dans tous les sens, et ça j'ai beaucoup apprécié. Bref, cette duologie est vraiment très efficace et super intéressante, donc je vous la conseille. En ce qui concerne la citation, eh bien, il s'agit d'une phrase qui dit « Cet homme coulerait sa flotte pour toi, Fable. Il serait prêt à tout quitter. » Ensuite, je vais vous parler d'un roman que j'ai lu aussi en lecture commune au début du mois de septembre. Cette lecture commune a été organisée par Louise de Rêve ta vie en lecteur, et je suis très contente d'y avoir participé parce que ce roman, sinon je ne pense pas que je l'aurais sorti de ma pile à lire tout de suite, et ça aurait été très dommage parce que je l'ai énormément apprécié. Et il s'agit de La Société très secrète des sorcières extraordinaires, écrit par Sangu Mandana, et c'est publié chez Lumet. D'ailleurs, vous pouvez voir, j'ai mis quelques petits post-it pour certaines citations qui m'ont beaucoup plu. Je lui ai mis 5 sur 5, ça n'est pas un coup de cœur, mais ça a été vraiment une excellente lecture pour moi. C'est un roman plein de douceur, plein de tolérance, plein d'amitié, plein d'amour. Bref, un roman doudou à lire pour se sentir bien tout simplement. Et il fait vraiment très bien le job. La plume est très belle, elle est très fluide, et du coup, l'histoire se lit très rapidement. Avant de vous en parler un petit peu plus en détail, je vais peut-être vous faire le résumé, ça pourrait être pas mal. On va suivre ici Mika, qui est une jeune sorcière, et comme toutes les sorcières de son monde, de notre monde, elle doit se cacher. Sauf qu'elle en a un peu marre de toutes ces règles où elle ne peut pas vivre sa vie comme elle l'entend, elle ne peut pas s'attacher aux personnes comme elle le souhaite. Et donc par le biais de vidéos YouTube, elle apprend aux gens la magie. Évidemment, les gens pensent que c'est du trucage, sauf que ça n'est pas le cas. Et un jour, elle va recevoir à la suite de ces vidéos un message de personnes qui lui demandent de devenir professeure particulière de 3 jeunes petites sorcières. Et elle est assez intriguée, donc elle décide d'y aller, et elle arrive dans une maison totalement isolée au milieu de la forêt avec des gens qui habitent cette maison tout à fait farfelus et différents les uns des autres. Elle va finir par accepter cette offre d'emploi, et voilà, et on va la suivre avec tous les personnages de cette histoire. D'ailleurs, tous ces personnages sont extrêmement attachants, je les ai beaucoup appréciés. Il y en a beaucoup, alors au début on peut penser qu'on va être perdu, et finalement non, parce que chaque personnage vraiment a sa personnalité propre, on le reconnaît
tout de suite et ils sont tous complémentaires. Bref, j'ai beaucoup aimé cette petite famille qu'ils forment tous ensemble. J'ai également beaucoup apprécié les 3 petites sorcières qui apportent, je trouve, de par leur innocence, leur naïveté, une grande fraîcheur à cette histoire parce qu'il y a quand même un petit enjeu dans ce roman et je les ai beaucoup appréciées, elles m'ont beaucoup fait rire, surtout l'une d'elles, et j'ai passé un très bon moment. Il y a également un jeune homme qui s'appelle Jamie qui a son importance comme tous les autres personnages, mais il va y avoir une romance en fait entre Mika et Jamie et c'était vraiment très mignon pour le coup. Bref, vous l'aurez compris, j'ai absolument adoré cette histoire. Ça n'est pas un coup de cœur mais pas loin. Je vous le recommande très fortement. Je pense que cette lecture est plutôt dirigée vers un public adulte parce qu'il y a quand même une petite scène un peu épicée on va dire. En ce qui concerne la citation, j'en avais noté 3 mais je ne vais vous en donner qu'une seule et il s'agit de cette phrase qui dit: cette version qu'elle commençait à découvrir était plus chaotique. Elle voyait désormais un ensemble de fragments brisés qui avait trouvé un moyen de s'assembler pour former un nouveau tout merveilleux. Je continue avec le second et dernier tome d'une duologie dont je vous ai parlé il y a pas si longtemps que ça et il s'agit ici de The Revolution of Ivy écrit par Amy Engel et publié ici chez PKJ. Je lui ai mis 4 sur 5 et alors avant de vous donner mon avis je vais vous rappeler le résumé du tome 1. On est dans un monde post-apocalyptique, je sais pas trop, dystopique plutôt. Il y a eu la 3e guerre mondiale ou quelque chose comme ça et du coup le monde est inhabitable et 2 clans vont s'affronter pour fonder une ville. Un clan va gagner, l'autre perdre forcément. Il va être décidé que dorénavant, les filles du clan perdant épouseront les garçons du clan gagnant et inversement. Donc Ivy, elle est la fille du chef du clan perdant et elle va devoir épouser le fils du chef du clan gagnant. Or, elle a été élevée toute sa vie afin de devenir une tueuse et son but à elle, ça va être de tuer son mari, donc le fils du chef gagnant, une fois qu'ils seront mariés, pour pouvoir ensuite renverser le pouvoir. Je ne vous en dis pas plus sur le résumé. Ce tome 2 était vraiment très bien également. Il se lit très vite, hein, il est très court. Et ici, on suit Ivy en dehors des enceintes de la ville, donc c'est un endroit qui n'est pas du tout sûr pour elle. Il va falloir qu'elle apprenne à survivre et à se débrouiller toute seule. Il y avait des longueurs dans la première partie du roman, mais je trouve que c'était vraiment très bien dosé et il les fallait, c'était nécessaire puisque en fait on la suit pendant plusieurs semaines, plusieurs mois en dehors de la ville. Il faut qu'on comprenne que sa vie n'est pas facile, qu'elle doit trouver des endroits où se réfugier, qu'elle doit pouvoir manger, etc. Et du coup les longueurs ou les répétitions que l'on peut lire nous entraînent avec elle dans sa vie finalement et c'était plutôt très bien fait. Dans cette histoire on y rencontre 2 nouveaux personnages qui sont là vraiment pour aider Ivy à survivre et qui vont avoir un rôle important aussi par la suite dans la fin de l'histoire. Je les ai trouvés très attachants et ils sont là aussi très différents mais très complémentaires les uns avec les autres, avec Ivy notamment. La deuxième partie était vraiment très haletante avec beaucoup d'action et par contre là j'ai regretté un petit peu que ça aille trop vite, c'est-à-dire que j'aurais aimé un peu plus de détails, un peu plus de développement, que ce soit un petit peu plus long pour un peu mieux savourer. À un moment donné il me restait je sais pas 100 pages et je me disais mais comment l'histoire va terminer en 100 pages, ça va être compliqué. Alors elle l'a fait mais j'aurais aimé un peu plus de détails encore une fois. Dans la première partie du roman, ce qui m'a aussi un petit peu gênée, c'est pas vraiment gêné mais ce que j'ai trouvé dommage c'est que Bishop, donc son mari, n'y est pas. Et Bishop, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié, que je trouve très gentil encore une fois, très humain finalement. À un moment donné, ils finissent par se retrouver et là, ça apporte une nouvelle fraîcheur à l'histoire et c'était plutôt pas mal. Je conseillerais ce roman à des adolescents qui, je pense, pourront apprécier l'univers un petit peu dystopique de cette histoire. En ce qui concerne la citation, il s'agit d'une phrase qu'un personnage dit, je ne sais plus qui. Je me demande si c'est pas Bishop, mais je n'en suis pas sûre. D'ailleurs, si vous avez l'info, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Cette phrase dit « Nous sommes les seuls à déterminer la personne que nous devenons ». Alors ensuite, je vais vous parler d'un roman que j'ai lu et que j'ai eu beaucoup de mal à terminer. Il s'agit de « À travers ma fenêtre », écrit par Ariana Godoy et c'est publié chez Hachette. Alors, tout de suite, je vous le dis, c'est pour les adultes. Même si dans les librairies, il est rangé au rayon young adulte, pour moi, ce n'est pas du young adulte, c'est de l'adulte. Il y a des scènes de sexe très explicites. Sachez-le, faites attention. Parce que là, c'est une histoire d'amour et il n'y a que ça, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autres enjeux. Dans cette histoire, on va suivre Raquel qui est amoureuse depuis beaucoup d'années de son voisin Arès et elle se met un petit peu à le stalker, elle se met à l'espionner aussi bien physiquement que virtuellement. Et un jour, eh bien, ils finissent par discuter l'un et l'autre ensemble et ils entament une relation d'amitié améliorée, on va dire, enfin voilà. Et elle, son but, c'est que Arès tombe amoureux d'elle.
d'elle. Voilà, elle est prête à tout faire pour que ça arrive. Je lui ai mis la note minimum pour moi, c'est-à-dire 2,5 sur 5. Et comme je vous l'ai dit en l'introduisant, j'ai eu beaucoup de mal à le terminer. Alors, avant de lire ce roman, j'avais vu le film quand il était sorti sur Netflix. Et le film m'avait mise extrêmement mal à l'aise. Il y avait beaucoup de scènes que je trouvais très dérangeantes. J'avais un a priori sur l'histoire. Finalement, alors je sais pas si c'est parce que du coup j'ai vu le film ou pas, je sais pas trop. J'ai l'impression que c'est moins malaisant l'ambiance du livre que l'ambiance du film. Je n'en suis pas sûre. Mais j'ai été moins gênée par cette ambiance un peu malsaine qui ressort dans le film. L'écriture n'a rien d'intéressant et très pauvre. Oui, certes, il se lit vite, enfin, en tout cas, moi, la première partie, je l'ai lu assez vite, la deuxième, j'en avais marre. Ça se lit vite parce que c'est très simple, mais c'est très pauvre. Et il n'y a aucun intérêt selon moi dans la plume de cette autrice. L'histoire est très peu intéressante et on retrouve sans arrêt les mêmes pensées et les mêmes réflexions qu'à Raquel. C'est toujours la même chose qui est répétée, re-répétée, et je l'aime, et Nani. Bon, au bout d'un moment on a compris et faire tout un roman, d'ailleurs je l'ai fait tomber par terre, sur de la terre je crois. Il fait 500 pages, au bout de 250 pages, on a compris en fait. Il y a plein de choses qui auraient pu ne pas être gardées dans cette histoire et faire quelque chose de plus court. Franchement, je ne vous le conseille pas. Alors, j'ai l'impression qu'il y avait des choses différentes par rapport au film, des événements qui se passaient là, qui ne se sont pas passés dans le film. Je sais pas trop, faudrait que je le revoie, mais franchement, j'ai pas envie. Donc là aussi, si vous avez vraiment des informations un peu plus sûres que les miennes, n'hésitez pas à me les donner en commentaire si vous le souhaitez. Bref, vous l'aurez compris, j'ai eu beaucoup de mal à le terminer. Je ne lirai pas la suite, ça c'est sûr et certain, et je vais d'ailleurs de ce pas me séparer de ce roman que je ne garderai pas. En ce qui concerne la citation, je vais vous donner une phrase que Raquel prononce dans ce roman et qui dit: je suis peut-être en train de dépenser tout le bonheur auquel j'ai droit dans ma vie avec lui, mais ça en vaut la peine. Ensuite, je vais vous parler d'une lecture beaucoup plus intéressante et qui m'a beaucoup plus plu. Il s'agit du 4e tome de la saga Inheritance Games, écrit par Jennifer Lynn Barnes et publié chez PKJ. Quand je vous en avais parlé de ce roman, quand je vous l'ai présenté dans mon book haul, je vous avais dit que je ne savais pas qu'il y avait 4 tomes. En fait, il y en aura 5. Moi, je pensais qu'il y avait juste une trilogie, mais en fait, il y en a 5 puisque celui-ci, à la fin, eh ben, on le sait tout de suite qu'il va y en avoir un dernier. Dans l'histoire du premier tome, je vous rappelle, on va suivre Avery qui découvre du jour au lendemain qu'elle est la digne héritière d'un homme, Tobias Hawthorne, qui est multimilliardaire et qui lui lègue toute sa fortune à condition qu'elle vienne vivre 1 an dans sa maison en compagnie de ses petits-fils qu'il a du coup déshérité à son profit. Elle ne le connaît ni d'Ève ni d'Adam. Elle y va. Il va y avoir plein d'énigmes à résoudre puisque ce personnage qui est décédé était un fervent amateur d'énigmes en tout genre. Ça, c'est l'histoire de la trilogie principale, on va dire. Dans ce tome 4, on va suivre 2 des frères Hawthorne, donc Grayson et Jameson, Grayson mon préféré, qui partent à la recherche de leurs pères respectifs, de leur histoire paternelle respective plutôt, et forcément ils auront des énigmes à résoudre, des défis à relever. Ça se passe 1 an après la fin de la trilogie principale. Ce dont j'avais peur, c'est-à-dire de n'avoir que Grayson et que Jameson et pas tous les autres personnages, eh bien cette peur a été apaisée puisque on voit les autres frères Hawthorne, on voit Avery, on voit les autres personnages secondaires, même si on les voit très peu, voire certains pas du tout. Mais dans l'ensemble quand même, ça reste bien centré, axé sur le clan Hawthorne, et ça c'était plutôt sympa. On découvre aussi d'autres personnages, notamment du côté de Grayson, que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai trouvé très attachante et que j'ai hâte de retrouver par la suite. Il y a donc 2 parties. On suit parallèlement Grayson et on suit de l'autre côté Jameson. En ce qui concerne la partie de Grayson, je l'ai trouvée extrêmement intéressante. Je trouve qu'on y découvre une facette de la personnalité de Grayson tout à fait inédite parce qu'on y découvre un personnage humain avec ses failles, ses peurs, ses doutes. Du coup, je trouve que ça le rend encore plus attachant. Il va découvrir de nouvelles personnes qui font partie de sa famille paternelle et ça, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que c'était très bien écrit, très bien fait et j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie-là. La partie de Jameson est différente. Elle attaque un angle différent puisque lui, il est plutôt axé vraiment sur la résolution d'énigmes puisque son père lui donne une mission
particulière et avec Avery ils vont s'acquitter de cette mission. Il y avait pas mal d'énigmes que j'ai trouvées assez surprenantes, assez intéressantes et surtout très palpitantes. À un moment donné sur la fin là, la dernière partie de cette histoire, j'avais du mal à lâcher le livre parce que j'avais vraiment très envie de savoir ce qui allait se passer finalement avec ces personnages. Comme je vous le disais, certaines questions n'ont pas eu de réponse à la fin de ce tome 4, donc vous l'aurez compris, j'ai hâte d'avoir le tome 5 entre les mains. En ce qui concerne la citation, il s'agit d'une phrase que disait Tobias Hawthorne à Grayson assez souvent: ne sois pas désolé Grayson, sois meilleur. Et enfin pour terminer, je vais vous parler d'une énorme déception. Parce qu'il s'agit d'un roman d'une autrice que j'ai absolument adoré avec sa saga La Passe Miroir, qui est juste là. Donc vous aurez compris, Christelle Dabos. J'ai lu ici et seulement ici et c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Alors, je lui ai mis 2,5 sur 5, encore une fois c'est ma plus faible note. Je vais pas être très tendre avec ce roman, je vous le dis tout de suite. Mais avant, je vais vous résumer, enfin je vais tenter de vous résumer cette histoire. Ça se passe dans un collège et non pas dans un lycée comme je vous l'avais dit dans ma vidéo pile à lire. Donc ça se passe dans un collège. On va suivre plein d'enfants différents, en 6e, en 5e, en 4e, etc. On va suivre également une professeure remplaçante de temps en temps. On les suit dans leur vie au collège. Un collège qui, je tiens à le dire, n'est pas représentatif des collèges en général, hein. Là c'est trop en fait. Voilà, je vais pas vous résumer plus que ça, vous voyez un petit peu mon embarras, mais je vais essayer de structurer ma chronique concernant ce roman. Je vais d'abord commencer par les points positifs parce qu'il y en a quand même 2, et après je vous parlerai des points négatifs et là j'en ai un peu plus. Commençons par les points positifs. Les chapitres sont très courts, donc ça me plaît beaucoup. C'est des chapitres du point de vue de différents personnages à chaque fois. Donc au début, quand on voit les 7 ou 8 premiers chapitres et que c'est 7 ou 8 personnages différents, on se dit ouh là là, jamais je vais m'en souvenir. Et en fait finalement si, parce qu'on arrive très bien à repérer qui est qui. Alors j'aurais pas pu dire les prénoms forcément, mais je voyais le personnage. Donc ça c'est bien. Les chapitres qui sont courts et qui nous permettent de passer d'un personnage à un autre assez rapidement, ça j'ai bien apprécié. J'ai aussi beaucoup apprécié sa plume qui, malgré tout ce que je pense de ce roman, est bonne dans le sens où rien qu'avec sa plume on sait de quel personnage il s'agit. Donc ça c'est quand même assez fort. Il y a un personnage en particulier, on se l'imagine tout de suite comme étant un jeune homme qui a beaucoup de mal à l'école, qui ne sait pas bien parler, etc. Et d'ailleurs, l'écriture, du coup, n'est pas correctement écrite. Il y a des erreurs de grammaire, etc., etc. Je peux vous donner un exemple. Je sais pas, moi, par exemple, au lieu de dire je ne sais pas ce qu'il se passe, il va dire je sais pas qu'est-ce qui se passe. Voilà, ce genre de choses. Bref, je ne sais pas trop si vous comprenez, mais en tout cas, elle a réussi à adapter sa plume à chaque personnage qu'elle incarne. Et ça, je trouve que quand même, c'est fort. C'était les 2 seuls points positifs. Maintenant, les points négatifs. Je pense que l'autrice veut certainement dénoncer le harcèlement scolaire, puisque c'est de ça dont il s'agit quand même en grande majorité. Mais, selon moi, elle ne sert pas du tout la cause. Au contraire, elle la dessert. Parce que il n'y a que des points négatifs dans ce roman, dans ce qui se passe. Il n'y a que des choses négatives qui se passent. Or, effectivement, moi personnellement, je n'ai pas forcément de très bons souvenirs de mon collège. J'ai des très mauvais souvenirs de mon collège, mais j'ai aussi de très bons souvenirs de mon collège. Or là, il n'y en a aucun. Il n'y a que des choses négatives. Les professeurs sont tous des incompétents. Ils ferment les yeux exprès, ils voient qu'il y a du harcèlement, etc. Mais ils ferment les yeux, ils ne font rien. Les gamins se raquettent, se harcèlent les uns les autres. Le collège, on a l'impression que c'est un taudis fini. Bref, à part me mettre mal à l'aise, mais pas mal à l'aise dans le sens en me disant oui, c'est vrai, le harcèlement, c'est pas bien. Mais oui, tout le monde le sait que le harcèlement, c'est pas bien en fait. Enfin, à un moment donné, là, elle enfonce des portes ouvertes. Sauf que, il y a que ça. Il n'y a pas de point positif, il n'y a pas de solution. Et il y a un côté fantastique qui apparaît à un moment donné, et on ne sait pas pourquoi. Je n'ai pas compris son message. Je ne sais pas où elle veut en venir avec ce roman. J'aurais aimé que ce soit plus clair. Et vraiment, je suis très très déçue. Il y a donc l'ambiance qui est extrêmement lourde, trop lourde selon moi. En fait, si vous voulez lire ce roman, si vous êtes un peu déprimé, ne le faites surtout pas parce que ça va vous enfoncer. Et puis si vous êtes super en forme, que la vie est belle, etc., ne le lisez pas non plus parce que là aussi, ça va vous déprimer. En fait, je ne comprends pas. Vous voyez peut-être un peu mon agacement. Donc si vous l'avez lu et que vous avez compris à quoi il sert, vraiment dites-le moi, je vous attends avec impatience parce que je n'ai pas compris. Même la fin, je n'ai pas compris. Je suis allée au bout parce que je me disais peut-être qu'à la fin il va y avoir un message, peut-être qu'à la fin il va se passer quelque chose, que tout va se résoudre, qu'on va enfin comprendre où elle veut en venir. Eh ben non, c'est tombé à l'eau. J'ai eu beaucoup de mal à le terminer. J'ai eu beaucoup de mal à le lire. J'ai mis presque 15 jours à le lire alors qu'il est très court, mais j'avais l'impression de ne pas avancer en fait. J'avais l'impression que c'était toujours la même chose et puis ces petites pincées là de fantastique ne m'ont servi à rien. Voilà, je suis totalement perdue avec ce roman et
encore une fois une très grosse déception. Je n'ai pas compris, je ne vois pas l'intérêt et je ne trouve pas que ce soit un livre qui vaille la peine d'être lu malheureusement. Alors peut-être encore une fois que je n'ai pas compris le message. Donc si vous l'avez compris, dites-le moi parce que je suis complètement perdue avec ce roman. En tout cas là, en l'état actuel des choses, je ne vous le conseille mais pas du tout malheureusement. Alors je vais quand même vous donner une citation que j'ai relevée et c'est même pas une citation, ça fait partie du résumé. C'est: ici ne ressemble à nulle part. Ici n'obéit qu'à ses propres règles. Ici il y a des bas, des hauts, des pairs et des impairs. Et quoi qu'il arrive, tout le monde passe par ici. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez pensé des différents romans dont je vous ai parlé. Dites-moi si vous les avez appréciés ou pas. Hein. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé hein, parce que pour certains romans, ça m'intéresse beaucoup. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous êtes trop timide, mettez un emoji chat et je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!